Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Passons à l'action, le nouveau média d'élan pour bousculer l'immobilier en faveur du vivant. Passons à l'action est un rendez-vous que nous avons créé pour passer de l'utopie à la réalité en matière d'écologie appliquée à l'immobilier, en faisant témoigner les acteurs du changement sur des projets concrets déjà menés ou en cours. Son objectif, permettre d'agir vite et ensemble face aux défis climatiques en s'inspirant des expériences menées sur le terrain pour s'enrichir et gagner collectivement du temps. Je suis Pauline Biscay, responsable RSE et communication d'Élan et j'aurai le plaisir d'animer ce premier épisode intitulé « Vers le zéro émission nette, comment inscrire votre entreprise et vos projets immobiliers dans une trajectoire 1,5 degré ». Alors, au programme de ce premier épisode, nous vous proposons un décryptage de la stratégie nationale bas carbone et de son application à l'immobilier avec Monica Elpouri, consultante carbone chez Elan. Nous reviendrons ensuite sur une application concrète d'une stratégie de réduction rondement menée sur un projet immobilier développé par Sogeprom à Montpellier avec Wissam Mokadem, directrice résidentielle Île-de-France chez Sogeprom, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Enfin, nous parlerons de la démarche zéro émission nette, de l'ingénierie de la restauration des puits de carbone et du marché naissant de la compensation avec Arthur Pasquier, consultant senior carbone chez Elan. Alors, nous démarrons tout de suite cette conférence avec un décryptage de la SNBC avec toi, Monica. Peux-tu nous rappeler les grands principes de cette stratégie ? Bien sûr, Pauline, avec plaisir. Bonjour à tous. Alors, je démarre la présentation par vous rappelant pourquoi on s'intéresse à ces sujets-là. L'urgence climatique est indéniable. Comme le démontre le dernier rapport du GIEC, les experts estiment qu'aujourd'hui, en effet, aller au-delà des 1,5 degrés pourrait déjà entraîner des conséquences graves pendant des siècles et parfois irréversibles. Avec des températures qui ont déjà augmenté de 1,1 degré, des premiers effets du réchauffement climatique se font ressentir. Et sans aucune action de notre part, nous pouvons attendre jusqu'à 5 degrés d'augmentation de température d'ici 2100. Si nous passons à l'action et prenons aujourd'hui des mesures fortes, nous pouvons freiner l'emballement et respecter les objectifs définis par les accords de Paris à l'échelle mondiale. Donc, rester sous une augmentation de 2 degrés de température et garder tous les efforts pour ne pas dépasser les 1,5 degrés d'ici 2100. Néanmoins, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la stratégie nationale bas carbone qui fait suite aux accords de Paris et qui est adaptée à l'échelle nationale. La stratégie nationale bas carbone est issue de la loi des transitions énergétiques pour la croissance verte de 2015 et elle définit une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre en France jusqu'à 2050 en donnant des orientations à mettre en œuvre dans tous les secteurs de l'économie. La stratégie nationale bas carbone a comme objectif atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 et pour cela, elle décline des budgets carbone dans des périodes de 5 ans adaptés à chaque secteur d'activité. Donc, dans ce graphique-là, on voit la répartition des émissions en France par secteur d'activité. Actuellement, on constate que le budget carbone a déjà été dépassé pour la première période de 2019 à 2023. Néanmoins, afin d'atteindre la neutralité carbone, la stratégie nationale bas carbone présente un double enjeu de réduire et restaurer, c'est-à-dire diviser par au moins 6 les émissions de gaz à effet de serre et doubler nos puits de carbone d'ici 2050 par rapport à 1990. La puissance de la SNBC ne peut être atteinte qu'en doublant ces puits de carbone. Donc, il faut absolument respecter les prochains budgets, sinon on n'arrivera pas à respecter la trajectoire visée, notamment le secteur du bâtiment qui nous intéresse aujourd'hui et qui, on le sait désormais, émet à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre nationales. Alors, d'où proviennent ces émissions du bâtiment ?
Ici, nous constatons qu'en 2019, les émissions totales en France étaient égales à 436 millions de tonnes de CO2. Elles se répartent comme suit. Le secteur du transport est le plus émetteur, suivi par le secteur industrie et agriculture. Le bâtiment représente 17% des émissions totales. Le décryptage de la SNBC nous a permis de trouver que les émissions du bâtiment ne proviennent pas que du secteur bâtiment, comme défini par la stratégie, mais également d'autres secteurs. Donc, la stratégie nationale définit que toutes les émissions liées aux consommations d'énergie du bâtiment se trouvent dans le secteur bâtiment et celles liées aux matériaux de construction se trouvent dans une partie du secteur industrie, ce qui représente respectivement les scopes 1 et 2 et une partie du scope 3 du bâtiment. De plus, on constate également que ce qu'on ne compte pas dans la SNBC, qui sont les autres impacts induits par le bâtiment, ce sont en partie dans les secteurs déchets et les secteurs transport, qui peuvent également être attribués au bâtiment. Concernant le secteur du bâtiment, donc les émissions d'énergie, la stratégie nationale bas carbone a déterminé la trajectoire suivante pour la construction neuve et le parc existant. Une réduction de 49% des émissions à 2030 par rapport à 2015 et la décarbonation complète du secteur à 2050. Afin de respecter ces objectifs-là, actuellement, nous avons la réglementation environnementale 2020, RE2020, qui a déterminé pour l'instant une trajectoire de réduction des émissions de la construction neuve jusqu'à l'année 2028. Nous pouvons également mentionner le décret tertiaire qui a des objectifs de réduction des consommations d'énergie d'ici 2050. Si on compare ces trajectoires avec celles de la SNBC, on constate une tendance à atteindre les objectifs de la SNBC à l'horizon 2050, notamment si on respecte les seuils, si on produit et consomme de l'énergie décarbonée et si on met en place une démarche de rénovation radicale du parc existant. Alors, concernant le secteur industrie, on constate que la courbe de réduction visée par la SNBC peut s'appliquer également aux matériaux de construction du bâtiment. La SNBC a défini donc un objectif de réduction de 35% des émissions à 2030 et 80% des émissions de gaz à effet de serre à 2050 par rapport à 2015. On peut également comparer les tendances SNBC avec la RE2020 et constater que les trajectoires de réduction sont compatibles. La RE2020 suit la tendance SNBC à partir de seuils qui ont été définis jusqu'à 2030. Rester compatible avec la trajectoire de la SNBC à l'horizon 2050 impliquera deux points très importants. La constante réduction de la courbe des émissions liées aux matériaux de construction, mais surtout le fait que nous devons réduire drastiquement le rythme des nouvelles constructions d'ici 2050. Par ailleurs, on constate également que l'un des grands enjeux pour l'industrie sera la réduction de l'intensité carbone du ciment. Aujourd'hui, nous sommes capables de produire des bétons plutôt carbonés et pour la période 2030-2050, on doit devenir capable de diviser par 5 les émissions de CO2 par mètre cube du béton afin de respecter les objectifs de la SNBC. Notamment, il faudra toujours envisager la réduction des volumes de béton et plutôt privilégier les matériaux moins carbonés alternatifs. Merci beaucoup, Monica. Je vous rappelle justement que vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat et nous prévoyons 10 minutes d'échange à la fin de ce webinaire. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de compter parmi nous Wissam Mokadem, directrice présidentielle Île-de-France chez Sogeprom et membre de notre comité partie prenante. Wissam, face à ce contexte qui évolue, quels sont vos enjeux chez Sogeprom ? Bonjour tout le monde, merci Pauline. En fait, chez Sogeprom, nous avons fait un constat simple. À l'image de ce que disait Monica à l'instant,
environ 25% des émissions CO2 en France sont attribuables au secteur de l'immobilier. C'est dire à quel point notre responsabilité est forte dans ce secteur. Aussi, on est convaincu que l'adoption par l'entreprise d'une stratégie bas carbone doit couvrir l'ensemble de ses métiers et l'ensemble de ses collaborateurs, et cela constitue une première étape de sa transition. Bien que le bas carbone fût un axe stratégique de notre plan stratégique de l'entreprise Sogeprom, qui porte le nom de UP, utile et performant au service des territoires, depuis 2020, Sogeprom accélère et amplifie ses actions en matière de bas carbone. Pour ce faire, nous avons mis en place 3 initiatives. La première, c'est déjà calculer l'empreinte de nos opérations et de notre entreprise sur l'environnement en matière de carbone. Donc, nous avons réalisé avec le cabinet Carbon 4 les mesures des impacts de nos réalisations, et ces mesures et ces résultats nous permettront d'établir notre plan d'action d'ici la fin 2021. Nous avons également fait appel à des parties prenantes autour de hackathons sur le thème « Qu'est-ce que c'est un promoteur responsable ?» Nous inspirons de nombreuses actions qui sont déjà intégrées à travers nos différentes opérations. Aussi, en parallèle, nous avons constitué parmi les 320 collaborateurs de Sogeprom une communauté bas carbone à travers différents groupes de travail qui échangent pour convenir des changements que l'entreprise doit acter pour être encore plus éco-responsable à travers ses achats, ses déplacements ou encore ses gestes au quotidien. Cela a permis de structurer nos actions autour de 3 axes majeurs. Premièrement, comment réduire l'impact de nos projets immobiliers au quotidien. 99% de l'impact des projets est concentré sur la phase production. Cela évidemment passe par construire autrement, choisir des modes de construction alternatifs, favoriser le réemploi, réduire les déchets, utiliser des matériaux biosourcés sur le cycle de production. Mais cela ne suffit pas, parce que nous devons aussi apporter des solutions innovantes pour garantir que l'utilisation de nos opérations soit faite dans le sens de réduire son empreinte carbone, et cela passe par proposer des solutions de mobilité douce, de pilotage de consommation énergétique, végétaliser nos opérations, etc. Aussi, une fois qu'on a parlé de réduire les impacts de nos projets, d'apporter des solutions de la phase exploitation de nos projets, resterait l'incarnation de la responsabilité sociétale de l'entreprise, à travers ses collaborateurs, à travers la formation de l'ensemble de ses collaborateurs, diffuser des bonnes pratiques et la prise de conscience de chaque collaborateur. Et cela nous amène à travailler deux axes majeurs, c'est diversifier nos solutions d'innovation pour construire et les solutions pour accompagner nos clients à travers la phase utilisation. Enfin, nous sommes convaincus chez Sogeprom que garantir la réduction d'empreinte carbone passe à travers un travail sur toute la chaîne de valeur, depuis la conception de nos programmes jusqu'à leur exploitation. Toutes ces étapes doivent être pensées minutieusement pour minimiser l'impact carbone de nos activités et nos projets sur l'environnement. Merci Wissam. Alors chez Elan, nous avons l'opportunité de vous accompagner sur le développement d'un projet bas carbone très ambitieux à Montévrain. En quoi cette opération est exemplaire pour Sogeprom et comment permet-elle de répondre à vos engagements climat? Alors, Montévrain, c'est une opération pour nous, première opération en construction de bois chez Sogeprom, exemplaire à multiples facettes, mais je vais y revenir. Je vais déjà commencer par localiser l'opération pour ceux qui ne connaissent pas où se trouve Montévrain. Je ne vois pas la présentation, Pauline. Ah, super. Alors, okay. Donc Montévrain. Montévrain, c'est une ville à 28 km de l'est de Paris. Elle fait partie de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire, au cœur de Marne-la-Vallée. Évidemment, Montévrain, c'est aussi 13 000 habitants. Notre opération se situe au cœur de l'écoquartier de Montévrain, un écoquartier aménagé par l'EPA-Marne, 153 hectares développés, un gigantesque quartier, un parc de 20 hectares, un vrai poumon vert au sein de la ville de Montévrain, sur lesquels a été favorisée l'agriculture de proximité en circuit court. C'est 3200 logements et 150 000 m² de commerce, de bureaux et d'activités autour de la gare du Val d'Europe, Céris Montévrain.
Et vous voyez sur la diapo la localisation de notre futur projet, le lot E2, qui est à l'entrée de ville de Montévrain, pas à proximité de la gare. Alors, en termes de programmation, la programmation s'organise autour de collectifs et de commerces. Donc, c'est 7350 m² de SDP, 600 m² de commerce au rez-de-chaussée et différents 114 places de stationnement. Des logements répartis sur 5 bâtiments à taille humaine, donc de 44 lots pour des logements sociaux, 17, 21 et 17 logements sur le bâtiment E. On voit très bien que l'organisation des bâtiments est faite de telle sorte de laisser un vrai poumon vert au sein de la résidence pour favoriser voilà, la création de liens, la végétalisation des opérations. On peut passer juste à la slide d'après. Voilà, juste. Alors. En quoi Montévrain est exemplaire en termes d'enjeux climat? C'est aussi, elle est exemplaire en termes de labels et certifications. Comme vous voyez sur la présentation, il y a de nombreuses certifications qui sont menées et en tout cas incarnées à travers cette opération. La certification ANF Habitat, le label BEPOS, EFI-Énergie, les E+C, les labels biosourcés, le label EFI-Nature. Toute cette série de labels, le fait qu'elle soit sur une seule opération, très peu d'opérations aujourd'hui sur le plan national contiennent une série d'opérations, une telle série de labels, et pour nous, c'est une première. Je reviendrai après sur les commissionings sur les 2 ans, mais c'est un projet dont la sobriété énergétique et la performance thermique sont le fil conducteur, évidemment via l'énergie renouvelable, la chaufferie biomasse et le bois qu'on utilise, qui est issu de forêts gérées durablement et labellisées aussi. Donc, juste avant, voilà, juste sur l'impact carbone maîtrisé. Donc, j'en parlais tout à l'heure en introduction sur la façon de construire autrement. Sur l'opération de Montévrain, on a veillé au procédé constructif vertueux. Donc, il y a des bâtiments qui sont en 100% bois, d'autres bâtiments qui sont en bois mix bois-béton, et avec un accompagnement de bureau d'études, un bureau d'études sur la conception en structure bois, évidemment, et la chaufferie 100% biomasse avec agro-énergie. Dire aussi que on est convaincu qu'il n'y a pas de mode constructif miracle. Pour nous, c'est plusieurs modes constructifs alternatifs qui feront qu'en somme, ça sera une opération vertueuse et respectueuse de son environnement. C'est juste après. Sur la qualité d'usage et au niveau de confort optimisé, c'est aussi une façon de réduire l'empreinte carbone. La conception architecturale bioclimatique, j'en parlais tout à l'heure en introduction en disant que chaque étape est minutieusement pensée. L'optimisation de notre consommation d'énergie et la garantie de confort d'été sont aussi des vecteurs pour limiter la consommation des habitants en termes d'énergie. Évidemment, on a confié dans la poursuite de l'utilisation de nos opérations par les habitants, on a confié une mission de commissionnement sur 2 ans à Élan pour accompagnement renforcé de nos installations techniques lors de la mise en service pour s'assurer que tout marche bien, suivi de consommation énergétique, de confort, analyse des critères définis aussi. Cela nous permettra d'avoir des retours d'expérience sur ces opérations pour s'améliorer encore plus. L'intervention sur un site auprès des futurs occupants pour recueillir leurs ressentis, leurs points de satisfaction, les points de vigilance, ce qui permet aussi aux habitants d'adopter toutes les mesures nécessaires pour réduire l'empreinte carbone de nos opérations, évidemment avec des visites semestrielles après livraison pour s'assurer que tout va bien. Enfin, sur la qualité d'usage et les niveaux de confort optimisés, comme je vous disais tout à l'heure, l'écoquartier de Montévrain bénéficie d'un grand poumon vert. Nous avons continué sur cette lancée en favorisant la création d'un cœur d'îlot paysager, 1200 m² de jardin avec une allée fruitière, une zone de compost, un espace de potager partagé, une table de ping-pong pour favoriser l'échange et le lien, évidemment avec des espaces communs dédiés avec des associations locales comme EcoCity, des terrasses partagées et favoriser la mobilité douce aussi. C'est une façon de réduire l'impact carbone de nos opérations
avec la mise en place de 5 vélos électriques par Greenon. Enfin, sur l'usage et le niveau de confort optimisé, évidemment, ce projet-là sera aussi une occasion de créer une œuvre d'art avec la participation de tous les habitants, avec une société Art by Hervé, et aussi l'évolutivité des usages. Nous pensons nos logements dans leur utilisation, nous les souhaitons évolutifs, ergonomiques et dessinés. On est accompagné par Stéphane Millet qui nous aide à dessiner des aménagements qui accompagneront les utilisateurs pour l'habitabilité de leur logement. Voilà, donc juste pour finir, cette opération pour nous c'est un peu la traduction de ce que nous ambitionnons pour nos futures opérations. Elle porte beaucoup d'ambition. On s'est entouré avec les meilleurs partenaires. Je l'ai pas cité, mais cette opération elle a été conçue par Charles-Henri Tachant, notre architecte, et on est en copromotion avec un partenaire à nous, Human Immobilier, donc sur cette opération à Montévin. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur Montévin. Merci beaucoup Wissam pour ce précieux témoignage. Alors Monica, est-ce que tu peux nous décrire comment ce principe s'est décliné sur Montévin et pour quels résultats? Oui, bien sûr, Pauline. Alors, concernant l'opération à Montévin, nous avons repris les résultats qu'on a trouvés pour le bâtiment E, comme a évoqué Wissam, lors de notre accompagnement. Et on a fait un parallèle avec les trajectoires qu'on vous a présentées tout à l'heure. Donc, je commence par les consommations d'énergie du bâtiment. Ce bâtiment en question utilise une chaufferie bois et un système de panneaux photovoltaïques. On trouve donc, à partir de nos calculs, 4 kg de CO2 par mètre carré, c'est au-dessous des seuils définis par la réglementation environnementale R2020. Par rapport à la trajectoire SNBC, c'est la courbe verte que vous voyez dans ce graphique, le bâtiment est déjà compatible avec l'année 2042. Et je vous rappelle que c'est un bâtiment qui sera construit prochainement. Donc voilà, c'est ce qui lui rend un bâtiment exemplaire vis-à-vis la démarche de la SNBC. Concernant le poids carbone des matériaux de construction de l'opération, nous avons originalement fait un calcul basé sur le label E+C-, qui a été adapté au calcul de l'indicateur de construction de la RE2020 en réalisant un ACV dynamique. Cela nous a démontré un résultat plus petit par rapport à ceux du calcul E+C-, surtout grâce à la présence remarquable du bois sur le projet. De plus, nous avons également estimé la quantité de carbone biogénique stocké dans les bâtiments, qui atteint plus de 200 kg CO2 stockés par mètre carré de construction. Donc voilà, c'est une première approche qui doit encore être affinée, mais cela nous montre que même étant soumis à la RT 2012, ce projet excelle dans le respect des seuils de la RE2020, ce qui prouve qu'il est dans la bonne trajectoire de la SNBC et que c'est un exemple de projet qu'on peut envisager dans les prochaines années. Merci Monica pour ces précisions. Alors, nous avons compris que la SNBC avait un double volet, un volet réduction et un autre volet restauration, qui sont obligatoires. Chez Elan, nous prônons la démarche zéro émission nette, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, Arthur? Oui, bonjour à tous. Merci Pauline. On va prendre un peu de hauteur, on va sortir de l'échelle opérationnelle pour parler plus de l'impact d'une activité, l'impact de stratégie d'entreprise et décliner finalement la définition de ce zéro émission nette. Pour débuter, on parle de plusieurs stratégies carbone à l'échelle des entreprises désormais. On voit depuis pas mal d'années maintenant des annonces en neutralité carbone. Qui sont assez différentes de la démarche zéro émission nette qu'on va présenter, parce que la neutralité carbone finalement n'implique pas forcément la séquestration du carbone, et on a bien vu dans la présentation de Monica juste avant que l'un des enjeux de la SNBC, c'est bien de doubler nos puits de carbone.
Donc la neutralité carbone peut être perçue, et c'est ce qui a fortement dévalorisé le sujet de la compensation, peut être perçue comme un droit à polluer et simplement la compensation des émissions qui sont émises par une activité et pas nécessairement une action de réduction en parallèle. Donc il faut faire très attention à ces annonces-là qui ne permettent pas finalement de décarboner un chiffre d'affaires et qui ne sont pas compatibles à long terme avec la lutte contre le changement face au changement climatique. Deuxième démarche qui est celle qu'on prône, le zéro émission nette, c'est-à-dire ici qu'on va agir à la fois sur la stratégie de réduction des émissions, et puis en parallèle de ça, on va également avoir une stratégie de restauration des puits de carbone, de compensation adaptée, deux stratégies qui seront finalement décorrélées, mais qui permettent bien de mettre le poids du corps sur la décarbonisation du chiffre d'affaires et en même temps de contribuer en dehors de sa chaîne de valeur à l'atteinte des objectifs de la SNBC. Troisième stratégie encore plus ambitieuse qu'on voit seulement chez des grands leaders mondiaux, notamment Microsoft ou Google, c'est des stratégies en carbone négative. C'est des acteurs qui aujourd'hui se sont engagés à finalement avoir un bilan négatif à terme et de venir annuler, on va dire en quelque sorte, même si on ne peut pas vraiment les annuler, mais avoir un bilan négatif sur les émissions qui ont pu être engendrées depuis leur création, notamment via les technologies de captage et de stockage du carbone. Pour faire un zoom du coup sur cette stratégie zéro émission nette, voici la forme qu'elle peut prendre, cette démarche à l'échelle d'une activité. On voit bien sur la première courbe jaune qu'on va chercher à réduire au maximum ces émissions, et qu'en parallèle, sous l'axe des abscisses, il y a une autre courbe qui va permettre de constituer au cours des années un stock d'émissions négatives, et qui à une année donnée, finalement, quand on aura atteint sur la courbe jaune un seuil d'émissions incompressibles, qu'on appelle le résiduel, on va pouvoir venir mettre en corrélation l'impact résiduel avec les émissions négatives qui ont été constituées, et non pas substituer les deux bilans, mais bien mettre en parallèle ces deux bilans-là pour voir un équilibre, et c'est à partir de cet équilibre qu'on peut définir le zéro émission nette, qui est la courbe qui apparaît en rouge au milieu. Voilà, donc tout ça, c'est toujours en phase avec la partie stratégique de la SNBC. Ce qui va nous intéresser dans cette partie, c'est vraiment ce stock de carbone, comment on le constitue, comment on peut, comment Elan en tout cas est en mesure d'accompagner ses clients sur ce sujet-là, qu'on appelle nous l'ingénierie de la compensation, car ça devient un sujet finalement très structurant et assez stratégique pour les entreprises. Alors, merci Arthur. Peux-tu nous expliquer les enjeux autour de la restauration de puits de carbone et les marchés de la compensation? Alors, les enjeux, ils sont multiples. Répondre forcément aux textes, accords, réglementations à venir, parce qu'on le voit, hein, ça devient un sujet, on ne pourra pas lutter contre le réchauffement climatique sans activer ce levier d'émissions négatives, de compensation carbone. Il faut, en plus de la réduction, miser sur la croissance de la forêt. Les scénarios de la SNBC et du GIEC misent aussi sur les technologies de capture du carbone. Donc, ça sera un passage obligé, et ça, c'est pas finalement simplement compenser son impact, mais bien contribuer à l'atteinte de la neutralité. Puis, autre enjeu majeur, et c'est ce qu'on peut voir apparaître sur le sujet des marchés carbone, le carbone devient une ressource financière qui a une valeur et qui a tendance à augmenter de plus en plus. Sur les marchés carbone, aujourd'hui, on observe deux types de marchés. Un marché qui est plutôt réglementé, auquel sont soumis certaines activités, qui est régulé par l'Europe, pour le plus connu, depuis 2005. Et finalement, l'Europe, depuis 2005, a déterminé des quotas d'émissions à ne pas dépasser pour certaines activités. Et en fin d'année, quand une activité a dépassé son quota d'émissions, elle est obligée de racheter des émissions à d'autres acteurs qui étaient en dessous de leur seuil. Donc, on voit bien qu'il y a un marché finalement qui s'est créé avec des quotas qui sont de plus en plus drastiques. Donc, finalement, la nécessité toujours d'avoir cette action de réduction sur les émissions. Mais pour les acteurs qui sont toujours au-dessus de ces quotas, l'obligation d'acheter des crédits carbone sur le marché. Et donc, on vous a affiché sur le graphique que vous voyez en bas à gauche l'inflation de ce coût du carbone sur ce marché régulé depuis 2012.
on vous a remis le lien juste en dessous du cours du carbone sur ce marché en cours, et ce matin, il était à 52 €. Donc on voit bien que voilà, depuis plusieurs années, il y a une accélération, pas exponentielle encore, mais pas loin de ce coût du crédit carbone. D'après les projections, on serait plutôt aux alentours de 100 € la tonne dès 2024. Donc finalement, si demain le marché obligatoire devient obligatoire pour des acteurs du bâtiment et de l'immobilier, il y a une vraie nécessité d'agir rapidement dans la réduction pour éviter le risque financier associé à ce marché-là. En parallèle, il y a un second marché qui est plutôt volontaire pour les acteurs qui veulent s'engager dès que possible sur ce sujet du zéro émission net et de stratégie de restauration, qui finalement permet de mettre en relation voilà, des personnes qui souhaitent financer des projets de restauration sur plusieurs secteurs, le plus connu étant la forêt, mais on a aussi les sols, l'agriculture, les énergies renouvelables. Et en fait, avec un jeu d'intermédiation et de certification de ces crédits, la plupart du temps, on peut créer ce marché avec différents prix, différents secteurs qui sont couverts aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'on vous a remis finalement sous une autre forme à gauche, hein, ce sujet de d'abord réduire ses émissions, d'atteindre un seuil d'émission incompressible, et c'est vraiment ce seuil incompressible, jugé comme incompressible, qui sera amené à être restauré, ou en tout cas, on aura la comparaison entre le résiduel et ce qu'on est en capacité d'avoir stocké. Ce que vous voyez à droite, ce sont les principaux tiers de confiance aujourd'hui qui existent dans le monde, qui ont établi des méthodologies approuvées et qui permettent finalement, en suivant ces méthodologies, d'avoir des crédits carbone certifiés. On en a deux qui agissent plutôt à l'échelle internationale, VCS et Gold Standard, et puis un troisième qui est le label bas carbone, encore plutôt méconnu en France, mais qui est un outil finalement pour réussir à répondre à l'ambition de la stratégie nationale bas carbone, de doubler les puits sur le territoire national. Donc c'est un label français, aujourd'hui qui est couvert par 6 méthodes, principalement en forêt et en agriculture, mais qui tend à se développer très fortement. Merci Arthur. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les tendances actuelles sur le sujet de la compensation et comment est-ce qu'Elan se positionne sur ce marché de la compensation ? Les tendances, c'est exactement ce que j'ai commencé à dire. Il y a une croissance énorme finalement du nombre d'acteurs aujourd'hui qui souhaitent s'engager sur ce marché volontaire, du nombre de projets qui sont couverts également par ces méthodologies et qui doivent répondre à une demande de crédit carbone qui est exponentielle. On voit aussi apparaître des premières études qui démontrent que le nombre de projets carbone sera pas extensible non plus, et donc finalement prendre ce sujet dès aujourd'hui en compte dans une stratégie d'entreprise, c'est se démarquer du marché, mais surtout éviter de ne plus pouvoir le faire dans quelques années. Autre tendance forte et sur laquelle on voulait insister sur le secteur de l'immobilier et du bâtiment, c'est que ce label bas carbone demain va établir des méthodologies qui seront reconnues dans le secteur. Donc on pourra flécher des investissements en faveur du bas carbone sur des projets bâtimentaires. Il y a deux méthodologies qui sont en cours d'élaboration. Une méthodologie plutôt sur les bâtiments puits de carbone, donc on va valoriser des crédits carbone de stockage, et c'est là qu'on pourra notamment retrouver, on y reviendra, le projet de Montévrain éventuellement. Et puis une deuxième méthodologie qui est plutôt sur la rénovation et qui favorise l'économie circulaire et les matériaux biosourcés, où là, on sera en mesure de valoriser des crédits carbone d'évitement qui pourront entrer dans le bilan justement des émissions négatives d'un acteur. L'enjeu est double de ce label bas carbone finalement, soit pour un acteur qui a commencé à structurer sa démarche zéro émission nette, d'avoir directement sur ses projets à lui des crédits carbone valorisables. Mais ce label bas carbone peut aussi permettre finalement d'attirer des tiers financements pour des acteurs qui ont structuré leur démarche si le maître d'ouvrage ne l'a pas encore fait, et pour en retirer les crédits carbone et qu'ils puissent en être bénéficiaires. Donc il y a un vrai sujet, un business model et des offres bas carbone qui peuvent émerger grâce à cet outil-là. Pour répondre à la deuxième partie de ta question, Pauline, comment Elan se positionne sur ce sujet ? Chez Elan, on travaille énormément sur les projets immobiliers en éco-conception.
on travaille de plus en plus sur les stratégies d'entreprise, par la mesure, par des stratégies de réduction et maintenant sur des stratégies de restauration. Et donc pour ces stratégies de restauration, pour accompagner au mieux nos clients, on a constitué tout un écosystème de partenaires de compensation qui doit nous permettre de proposer à nos clients des portefeuilles de projets diversifiés en termes de secteurs couverts, de la forêt, de l'énergie renouvelable, des sols, etc. Et puis en termes de prix aussi, parce qu'il y a une volatilité très forte sur les prix des crédits carbone, et donc finalement d'avoir ce regard un peu sur le marché permet à nos clients d'avoir un prix lissé. Et puis en parallèle, finalement, cet écosystème, ça permet à nos partenaires et puis à nous d'agréger les besoins de compensation de nos différents clients pour faciliter des partenariats sur le long terme. Sur le sujet spécifique du label bas carbone, on sera évidemment en mesure d'accompagner nos clients pour rendre les projets éligibles à ces méthodologies-là, les accompagner dans la valorisation des crédits. Et c'est ce que vous voyez finalement sur ce qui est affiché. Si on fait le parallèle et qu'on revient avec l'opération de Montévrain, on voit bien que si demain Montévrain est une opération éligible au label bas carbone, on pourra très bien finalement, via le calcul de carbone biogénique qui a été fait par Monica précédemment, venir valoriser cette quantité de carbone stockée. Alors, à prendre avec des pincettes, parce qu'aujourd'hui, les méthodologies ne sont pas totalement calées et que la valeur du carbone biogénique d'un bâtiment ne reflète pas forcément tout le volume de crédit qui peut être valorisé sur un projet. Il y a des histoires de modulation, de scénarios de référence à soustraire, etc. Quoi qu'il en soit, un projet de ce type-là peut permettre de valoriser quelques crédits carbone. Et pour vous donner une notion de coût, sans vous donner le montant du projet ou l'investissement additionnel porté par la maîtrise d'ouvrage, l'ordre de grandeur du coût de la tonne carbone stockée sur ce projet-là serait aux alentours de 200 € la tonne, ce qui serait le reflet éventuellement pour le secteur du bâtiment de la tendance en termes de coût sur ces méthodologies-là. Pour reprendre du coup en conclusion finalement sur le sujet le projet de Montévrain, ce qu'on a vu ce matin, on agit grâce à ce projet-là sur les deux principaux leviers de la SNBC, c'est-à-dire on a cherché à éviter et à réduire au maximum l'empreinte du projet dès la phase concours. C'est là où on a pu fortement pousser pour avoir un mode constructif bois, un vecteur énergétique décarboné, ce qui lui permet du coup, sur le scope énergie, on l'a vu, d'être quasiment en phase déjà avec la SNBC à un horizon long terme. Sur le scope PCE, d'anticiper la RE 2020, déjà d'en être quasiment sous les seuils qui sont en train d'être établis. Et donc, on considère qu'être en phase avec la RE 2020, pour le neuf, c'est être en phase avec, en tout cas, une partie de la SNBC. Et puis, du coup, Montévrain agit aussi sur ce sujet de restauration, par le stockage du carbone biogénique et une potentielle éligibilité au futur label bas carbone bâtimentaire. J'enchaîne sur quelques bénéfices finalement de cette démarche globalement sur le zéro émission nette. Pourquoi on est convaincu en tout cas qu'il faut y aller maintenant? Parce qu'il y a une inflation du coût du crédit, une raréfaction de la ressource carbone. Donc finalement, anticiper aujourd'hui l'impact financier du carbone dans ses bilans et dans son activité immobilière bâtimentaire, c'est sécuriser son modèle, sécuriser des volumes et aussi un coût du carbone à l'instant T. On vous a remis ici une projection qui avait été faite sur Danone, notamment suite au départ de leur PDG. Si l'action de Danone avait été pondérée sur la valeur du carbone, il en ressort que l'entreprise était une des plus performantes du CAC 40 à l'heure actuelle. Donc on voit bien que ce sujet commence à toucher à la finance et il y a une prise en compte très importante. Question d'image, forcément, on l'a dit. Neutralité carbone, selon le périmètre des annonces, selon ce qu'on veut dire, il y a un vrai sujet de communication. Mais derrière la communication, il faut structurer une démarche et la restauration des puits de carbone est un sujet à part entière. D'où le sujet d'ingénierie de la compensation que je citais tout à l'heure. Une vision long terme, forcément. Quand on parle de forêt, investir dans la forêt aujourd'hui, c'est en tirer les bénéfices dans X années, le temps que cette forêt, finalement,
grandissent d'elles-mêmes. Donc il y a une vraie inertie dans ce sujet de restauration des puits de carbone, ce qui rejoint finalement le dernier point, qui est de se dire qu'il faut anticiper du mieux possible les premières actions pour engager la démarche. Merci Arthur pour ces précisions. Donc, je comprends que c'est dans l'intérêt de toutes nos parties prenantes d'anticiper et de s'engager dans une démarche zéro émission nette. Alors, je vous propose à présent de passer aux questions du public. Il y en a quelques-unes. Alors, la première de Romain que je vais adresser à Wissam. Concernant le coût de construction, quel est l'impact versus un programme ordinaire? Alors, concernant les coûts de construction, il est clair que construire bas carbone coûte plus cher que construire d'une manière ordinaire. Et ça m'a échappé à personne. Néanmoins, depuis quelque temps, au début, quand on a commencé à parler bas carbone, notamment sur la construction bois, on parlait de 30% d'écart entre un projet construit bois et un projet construit d'une manière ordinaire. Néanmoins, nous constatons qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous capitalisons sur nos expériences, nous travaillons dans la conception de nos opérations, cet écart se réduit. Aujourd'hui, il existe. Moi, je l'évaluerai à ce jour autour de 20%, mais il est clair qu'il y a beaucoup de travail qui doit être fait sur la conception avec les parties prenantes. Je pense que notre connaissance du produit et de matériaux va influer sur l'évolution des coûts, mais aussi, je dirais qu'il y a un autre facteur qui influe sur le prix, c'est la structuration de la filière. Aujourd'hui, nous construisons de plus en plus en bois. Est-ce que la filière elle a toute la capacité de se structurer en cohérence avec le volume qui arrive? Ça, c'est une autre histoire. Et pour moi, c'est l'un des vecteurs qui influe sur le prix. Je pense que cela doit nous pousser à plus travailler avec les parties prenantes pour bien optimiser nos coûts. Mais évidemment, ça sera un petit peu plus cher d'une manière ordinaire. Je dirais après, il faut dire qu'on a construit des années avec cette manière-là. C'est normal que les prix soient moins importants avec cette manière classique que cette manière nouvelle. Voilà. Mais on est confiant. Aujourd'hui, voilà, on arrive à construire dans des prix raisonnables moyennant ce travail. Donc, voilà ce que je pourrais dire sur le prix. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, je peux enchaîner si besoin, Pauline. Il y a deux questions d'Alexandre. Une première sur l'opération en elle-même, sur le CBS et la potentielle dégradation sur le projet. On est sur du renouvellement urbain sur Montévrain, une parcelle qui était une friche actuellement, avec peu de valeur écologique. C'est nos écologues chez nous qui ont d'ailleurs réalisé tout un diagnostic dans le cadre de la mission et du label IFI Nature qui est visé. Donc le CBS, finalement, sur le projet, a été calculé. Il y a une certaine dégradation vu qu'on vient artificialiser la parcelle, mais néanmoins il y a un vrai travail sur ce cœur d'îlot, sur les épaisseurs de terre, qui permet d'avoir un équilibre qui a été trouvé. Et pour ta deuxième question, Alexandre, sur la restauration des sols, c'est un vrai sujet. La forêt ne suffit pas pour répondre aux ambitions de neutralité carbone. Les sols représentent l'enjeu majeur de captation de carbone. Donc oui, il y a des méthodologies qui existent dans les différents tiers de confiance que j'ai présentés, qui permettent de valoriser largement les crédits carbone sur les sols renouvelés, notamment en agriculture. Je vois qu'il y a une question ensuite sur le projet de Montévrain, sur les logements évolutifs. Sont-ils modulaires? Oui, effectivement, en fait, il y a deux axes sur en fait, les logements sont bien modulaires. Ça veut dire qu'un 5 pièces peut se transformer en 3 pièces plus 2 pièces. En tout cas, il est préparé pour. Et ils sont évolutifs aussi dans leur utilisation. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, avec Stéphane Millet, on avait travaillé sur l'aménagement et l'ergonomie des aménagements dans les appartements, notamment comment via un aménagement
meuble simple vient de simples manœuvres qui peuvent se transformer en bureaux sur lesquels on pourrait télétravailler d'une manière simple et astucieuse. Voilà, donc je dirais qu'ils sont évolutifs et dans leur usage au sein même de l'appartement et aussi dans la géométrie de la famille devait évoluer, ils peuvent aussi devenir modulaires en matière de typologie de l'appartement. Voilà, c'était la question de Agnès. De mon côté, je ne vois pas d'autres. Je ne sais pas si pas d'autres questions. Je pense qu'il y avait une dernière petite question de Romain. Quid du manque de logement versus réduction de construction? Je pense que la question complexe, mais est-ce que vous avez un avis sur le sujet avant qu'on clôture ce webinaire? Je peux faire une première réponse et puis Wissam, éventuellement, je laisserai compléter, mais il y a un sujet, oui, complexe. Il faut quand même réduire, au-delà de la construction, l'intensité de la construction, l'intensité carbone de l'acte de construire. Ça, c'est ce qu'on a vu avec la RO2020 et ça va finalement catalyser toute cette démarche-là. Ça permet aussi finalement de renouveler le parc, quelque part, quand on évite voilà, de démolir des passoires thermiques, on gagne en énergie, donc il y a cet intérêt-là. Et puis il y a finalement aussi, on l'a vu avec le télétravail, tout l'intérêt et l'enjeu d'avoir des bâtiments réversibles, flexibles, de pouvoir les transformer, de transformer leur usage sur le long terme. Aujourd'hui, c'est difficilement valorisable en termes de carbone, mais ça doit répondre aussi à ce manque de logement, tout en réduisant la quantité de construction neuve. Sam, est-ce que tu veux compléter le propos? En fait, moi, je dirais, évidemment, je partage ce que vient d'évoquer Arthur. Je dirais aussi que c'est souvent des inquiétudes qu'on pourrait avoir quand on est dans une phase de transition. Je pense que le besoin de logement sera toujours là et le besoin du logement devra toujours être, comment dire, on devra toujours répondre à ce besoin. Évidemment, autrement, peut-être en construisant du neuf, mais aussi en réhabilitant. Il y a beaucoup l'impact de la réhabilitation, je pense, voilà, qui pourrait aussi servir cette cause bas carbone. C'est vrai, c'est une question complexe, mais je pense dans toute phase de transition, on a une série d'inquiétudes comme ça, mais je pense que c'est comme ça qu'on changera le monde. On continuera à faire autrement. Donc moi, je reste confiante. Voilà. Je ne suis pas très inquiète, en tant que promoteur en tout cas. Merci. Donc, on termine sur cette note de confiance. Merci à tous. Ce webinaire touche à présent à sa fin. Merci de votre attention. Merci Wissam pour ton témoignage. On souhaite donc une longue vie bas carbone à votre projet de Montévrain et beaucoup d'autres projets ambitieux à l'avenir. Merci Arthur et Monica d'avoir clarifié pour nous la SNBC et la démarche ZEN. Et maintenant, n'attendez plus pour accélérer votre transition écologique. Passez à l'action et surtout, devenez zen. Bel été à tous. Merci tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.